Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous avez peur du réchauffement climatique, des pesticides dans la salade, du mercure dans les océans, des sels d'aluminium dans les déodorants, bref, vous vous méfiez de votre environnement et de son impact sur votre santé. Eh bien, vous n'avez pas complètement tort, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des gestes simples pour se protéger au quotidien de toutes ces sources de pollution et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Êtes-vous éco-anxieux, comme 67% des Français? Sans doute, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette émission. Alors l'éco-anxiété, c'est la peur de l'impact environnemental sur notre santé, aussi bien sur le plan physiologique que psychologique. Peur de la pollution atmosphérique, des perturbateurs endocriniens, des changements climatiques. Autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Non pas pour vous angoisser encore plus, mais justement pour vous donner des solutions. Et je vous présente mes deux invités qui vont nous enseigner les bons réflexes anti-pollution. Sophia Temam, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes chargée de recherche, santé et développement à la Fondation MGEN. Et Lionel Fournier, rebonjour, parce que vous êtes déjà venu sur le plateau de La Santé d'abord. Vous êtes, je rappelle, directeur du développement durable du groupe Vive. Donc un grand merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de La Santé d'abord. Mais tout de suite, direction Lille, une grande métropole où la qualité de l'air, malheureusement, est loin d'être exceptionnelle. Ce qui angoisse d'ailleurs certains de ses habitants, c'est un reportage de Mathieu Guillot. Regardez. Tout ce qu'on mange est pollué, même si on prend du bio, faut pas rêver. On fait des produits pour le visage contre la pollution, donc c'est certainement que ça fonctionne et qu'il y a un problème. Ouais, peut-être pollution dans l'air, forcément, mais après je pense que sur l'île, on n'est peut-être pas les plus exposés non plus, on n'est pas comme en Chine. Donc ça va. On n'y pense pas forcément au quotidien. Ouais. On est conscient même dans les peintures qu'on doit choisir pour nos maisons. Le fait de passer une journée en ville quand on habite à la campagne, on sent la différence. Donc l'alimentation c'est une chose, l'air. J'ai vu des études qui disaient que rien que le fait de passer 10 minutes dans la forêt, ça avait des impacts pendant 3 mois après, donc carrément. Là en plus dans une ville comme Lille où on a 4 mètres carrés de nature par personne, ce serait bien d'avoir un peu plus de vert. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de vivre à côté d'une forêt. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de pollution extérieure, mais en fait le danger viendrait surtout de l'intérieur, de notre habitat. D'après une étude de l'ANSES, cette pollution intérieure serait responsable de 20 000 décès par an. Alors nous ne le savons pas forcément, mais l'air à l'intérieur de nos maisons est bien plus pollué que l'air extérieur. Et cette pollution est très sournoise parce qu'elle est invisible. Et puis nous passons en moyenne 85% de notre temps quand même dans un endroit clos, que ce soit dans nos bureaux, dans le métro, dans un bus, chez nous surtout. Alors, sans nous faire un cours de chimie, quels sont les polluants intérieurs dont il faut le plus se méfier et surtout, où se cachent-ils? Sophia. Parmi les polluants les plus dangereux qu'on peut retrouver dans l'air intérieur des logements, il y a bien sûr, par exemple, le monoxyde de carbone. Donc, c'est un gaz toxique qui peut être mortel et on recense environ une centaine de décès par an liés à l'intoxication au monoxyde de carbone. Il y a d'autres polluants qui peuvent être dangereux à long terme, notamment, par exemple, le formaldéhyde. Donc, c'est un composé organique volatile qui a la propriété de s'évaporer facilement à température ambiante, donc on le retrouve de manière commune dans l'air des logements. Et donc ça, à long terme, c'est un cancérogène avéré pour l'homme. Il y a aussi ces fameux perturbateurs endocriniens qui sont aussi un petit peu partout, dont on parle beaucoup en ce moment. Perturbateurs endocriniens parce qu'ils vont interférer avec le fonctionnement de nos hormones, Lionel Fournier. Oui, effectivement, le fait de, par le toucher, par la respiration, etc., d'incorporer donc ces perturbateurs endocriniens peut en tout cas, même à petite dose, dérégler le fonctionnement du système endocrinien et libérer un certain nombre de substances, au contraire, empêcher un certain nombre de substances de se libérer, qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences, et de manière un peu continue, et quand c'est régulier,
irréguliers, être un terrain favorable pour un certain nombre de maladies chroniques, pour des problèmes d'humeur, etc. Oui, de l'humeur, mais surtout, c'est vrai que la majorité de ces perturbateurs endocriniens sont ce qu'on appelle, en fait, ils vont mimer l'action des oestrogènes, qui sont les hormones féminines, et qui, du coup, peuvent avoir des problèmes sur la fertilité, enfin, peuvent entraîner des problèmes de fertilité, de puberté précoce, d'obésité, de maladies thyroïdiennes également, de cancer hormonodépendant, de troubles de l'humeur, ça vous en parliez. Et le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont partout, hein, dans notre dentifrice, dans les fruits et légumes que nous mangeons, dans le tissu de notre canapé, dans le jouet des enfants. Alors, quels sont les principaux réflexes qu'il faudrait avoir pour limiter leur impact sur notre santé? Par exemple, est-ce qu'il est préférable de manger des fruits et légumes bio? J'imagine que oui. Ah oui, il y a quand même beaucoup moins de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Effectivement. Hein, en fait, aujourd'hui, en Europe, on a 100 000 substances chimiques donc inventées par l'homme qui sont aujourd'hui diffusées dans différents produits. Hein. Vous en citez beaucoup, il y a les meubles, etc. Donc à chaque fois qu'on peut, effectivement, sur l'alimentation en particulier, éviter d'incorporer ces produits chimiques, c'est autant de perturbateurs endocriniens évités, oui. Cuisson et conservation des aliments, là encore, il faut être vigilant. Oui, en fait, les perturbateurs endocriniens, ils sont surtout présents dans les plastiques. Donc, il faut éviter tout ce qui est plastique, et notamment pour l'alimentation, ne pas cuire. Surtout ne pas chauffer les plastiques. Chauffer les plastiques au micro-ondes. On évite les récipients en plastique. Les biberons des bébés, ne pas les faire chauffer parce qu'il y a des phtalates. Aujourd'hui, il y a certaines substances qui sont interdites pour tout ce qui est en contact avec les aliments, comme le BPA, etc. Donc vraiment faire attention aux objets plastiques qui contiennent des plastifiants, des colorants, perturbateurs endocriniens. Et attention également aux poêles et casseroles et à leur revêtement, hein, notamment les poêles en téflon rayés ou abîmés, ça il faut mieux éviter aussi. Cuisson papillotes en aluminium, attention également, parce qu'il y a des particules d'aluminium qui peuvent migrer dans les aliments. Les boîtes de conserve, canettes, etc. Alors c'est vrai que le bisphénol a été interdit depuis 2015, mais il a été remplacé par quoi? Est-ce que c'est un peu moins dangereux, la substance qui a remplacé le bisphénol ou pas? Oui, a priori. Après, la recherche, elle est assez récente sur ces produits. Donc, il y a énormément de perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans ces produits. Mais la recherche, il faut encore... Et il faut du temps. Il faut du temps parce que ça n'agit pas comme un poison. Hein, c'est des choses qui se font. On remplace par d'autres qui se font sur le long terme, mais qui peuvent sur le long terme avoir des effets sur la santé qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Donc. D'accord. Bon, en tout cas, et puis on évite trop les emballages plastiques de nos aliments. On préfère plutôt les surgeler ou beaucoup en verre, même pour la conservation. Par exemple, oui, alors ne pas faire chauffer les plastiques, mais quand vous voulez mettre des restes de votre repas, vous pouvez les mettre effectivement dans un contenant plastique si c'est froid. Mais en revanche, si l'aliment est gras, on évite également de le conserver, même au frigo, dans un récipient en plastique. Vaut mieux le mettre dans un bol ou dans une assiette ou quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est des petites choses à retenir. Concernant l'eau, bouteille plastique ou du robinet, là encore, est-ce qu'il faut se méfier de l'eau du robinet? A priori, l'eau en France, même si on a eu quelques alertes récemment, est traitée tout à fait correctement. L'eau en bouteille aussi, mais le problème de l'eau en bouteille, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, si le plastique a chauffé, si à un les moment donné, ont été laissées en pleine chaleur, etc., ça peut effectivement dans la cour du supermarché, poser des difficultés. Voilà. L'eau filtrée avec les carafes, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution, et en plus, ça évitera de la production de plastique qui, on en parlera tout à l'heure, peut alimenter le dérèglement climatique. Et l'eau du robinet, il faut s'en méfier ou pas? A priori, elle est très contrôlée en France. Au niveau des perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on peut retrouver, des traces d'hormones féminines? C'est ça, via la contamination par les médicaments. On peut retrouver la pilule, exactement. Donc à très faible dose, mais les effets à long terme, on les. Mais est-ce que les carafes filtrantes, est-ce qu'elles filtrent ces substances-là, ces perturbateurs endocriniens?
Elles ne vont pas tout filtrer. Ouais, et puis, ce qui est important, c'est que les personnes. Enfin, on a tendance à ne pas changer les filtres assez souvent. Et ça peut créer une autre pollution. Donc, faire attention. Ouais, il y a un petit voyant rouge. Quand ça clignote, il faut changer son filtre. Attention également aux parfums d'ambiance, aux bougies d'encens, voilà, qui vont dégager des phtalates, qui contiennent des phtalates, des COV et même les bio. Donc, à éviter pendant la grossesse et les premières années de vie de l'enfant. Produits ménagers aussi. Hein. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, mais pas que. Oui, pas que. Les produits ménagers comportent de nombreux produits chimiques qui peuvent être irritants. Donc on a cité par exemple le formaldéhyde, on peut en trouver dans les produits ménagers parce que il a des propriétés désinfectantes. Donc ça, surtout éviter les produits ménagers en spray parce que ça va favoriser l'inhalation et surtout pour les personnes asthmatiques, les enfants, éviter de faire le ménage en présence d'enfants par exemple. Voilà, et puis plutôt, on préfère le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et on porte des gants parce que la contamination peut se faire aussi par contact de la peau, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Côté cosmétique, c'est pas très réjouissant non plus. Hein. Une étude réalisée par l'agence Noteo il y a quelques années a révélé que la moitié des cosmétiques sont pollués par les perturbateurs endocriniens. Donc, quels sont les produits qu'il faudrait limiter, on va dire éviter, mais limiter en priorité ? Dans les cosmétiques, on faudrait éviter les fonds de teint, des choses comme ça, mais surtout, on a vraiment des personnes sensibles. Par exemple, pendant la grossesse, il faut éviter. Voilà, oui, tout ce qui est vernis, etc. Oui, parce que après, voilà, on se rend compte qu'effectivement, il y a des moments au cours du développement de la vie dans lequel il faut particulièrement éviter, et on va être plus sensible à la question des perturbateurs endocriniens. Tout ce qu'on met sur la peau, en fait. Tout ce qui est shampoing, tout ce qui peut se rincer, à la limite, ça, c'est pas très grave, mais toutes les crèmes qu'on met sur la peau, le rouge à lèvres, le vernis, les fonds de teint, etc. Certains parfums également. Là, et certains parfums aussi, là, attention quand même aux perturbateurs endocriniens. En gros, moins il y a d'ingrédients, plus la liste est courte, mieux c'est. Ça vaut. Ou alors peut-être des produits qui ont un label bio, en tout cas certifié bio, ça peut être effectivement plus intéressant. Et comme vous le disiez, chez la femme enceinte, on va éviter pendant les 9 mois de grossesse peut-être vernis, fond de teint et rouge à lèvres. Alors, vous connaissez le credo de notre émission, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, comment savoir si la qualité de votre air intérieur est bonne, s'il n'y a pas de moisissures, par exemple, hein, qui prolifèrent dans votre maison et qui peuvent être dangereuses pour votre santé? Eh bien, il existe des spécialistes qui viennent chez vous pour faire un diagnostic et vous proposer des solutions. Regardez. C'est vraiment pas beau. Et en plus, c'est tout mou. Les moisissures peuvent provoquer des allergies, être irritantes ou être toxiques. Donc il va falloir savoir quel cocktail on a. C'est un problème de toux que vous avez dans le logement, et particulièrement dans la salle de bain, c'est ça? Oui. Vous êtes suivi par un allergologue ou c'est le médecin qui vous donne ça? C'est le médecin. C'est d'accord. Et les traces de moisissures dont vous me parlez dans la salle de bain, elles datent de quand? Depuis 2 ans et demi. Je vous laisse derrière l'ensemble des produits à éviter quand on a des pathologies respiratoires. L'objectif, c'est de savoir si ces moisissures peuvent expliquer la toux de la patiente, que le médecin soit au courant dans le suivi de son patient surtout. C'est vous qui les avez fait poser? Oui, en même temps que les travaux, juste avant d'aménager. Ils vous ont mis des entrées d'air? Aucune idée. Non. Donc là aussi, pas d'entrée d'air? Non. Vous aurez beau aérer, vous n'aurez pas la même qualité que quand vous ventilez aussi. Ouais. Vous devez avoir des entrées d'air qui permettent de choper de l'air extérieur et de le ramener dans la maison, qui se chargent des polluants, qui se chargent de l'humidité et qui est évacuée dans les pièces humides. Si vous enlevez le poumon de votre maison, elle ne respire pas. L'objectif, c'est que chaque personne puisse avoir affaire à notre service, qu'il ait une couverture mutuelle, qu'il soit 4 salariés. Dans une journée, on passe de la caravane au château. Je ne savais pas que ça existait, ce type de métier, quelqu'un, un spécialiste de la qualité de l'air intérieur. Pour profiter de ce dispositif, on se tourne vers qui ? C'est un dispositif, en tout cas il y a un dispositif et un réseau de conseillers qui a été développé par la mutualité française, donc vous pouvez vous rapprocher de votre mutuelle. Donc si je résume, pour dépolluer sa maison, on pense aérer régulièrement, c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais au moins 2 fois 10 minutes par jour, ça c'est très important. On se déchausse en entrant pour éviter notamment l'entrée des pesticides ou allergènes ou autres. On fait la chasse aux poussières, on arrête les détergents classiques, hein, vinaigre d'eau soude c'est mieux, ou bicarbonate, pardon, non, vinaigre de
Non, vinaigre blanc, voilà, je suis perdue, vinaigre blanc. Je ne fais pas assez souvent le ménage. Vinaigre blanc et bicarbonate de soude. On achète des meubles d'occasion, on ne fait pas chauffer le plastique, très important pour les perturbateurs endocriniens. On mange bio, plutôt pour les fruits et légumes, et on évite de se mettre des couches de crème et de fond de teint. Bon, c'est raté pour aujourd'hui, parce que quand on fait un peu de télé, on est obligé de se maquiller un petit peu. Et les plantes dépolluantes, est-ce que ça marche, ça Parce que je sais que leur pouvoir dépolluant est un peu discutable. Oui, c'est discutable. Le terme dépolluant, c'est pas validé vraiment scientifiquement. Hein. Ces plantes, par exemple, elles ont été testées par les personnes qui vendent dans des laboratoires, dans des conditions très contrôlées. Et effectivement, certaines plantes vont pouvoir réduire la pollution, mais comment dire Oui, elles vont surtout humidifier et régénérer l'air, en fait, plus que dépolluer vraiment. En tout cas, elles ne sont pas plus efficaces que d'ouvrir la fenêtre, de ventiler et d'aérer. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, parlons maintenant de la pollution extérieure, qui est quand même beaucoup mieux connue et qui serait responsable de 40 000 morts par an. Le confinement a bien prouvé d'ailleurs le lien entre pollution de l'air et mortalité prématurée. Quels sont les principaux impacts de cette pollution extérieure, qu'elle soit industrielle, urbaine, agricole, sur la santé humaine, Lionel ? Justement, on l'évoquait tout à l'heure, d'abord ça peut provoquer un certain nombre de maladies respiratoires, cardiovasculaires. On est sur des dérèglements, par exemple du système endocrinien. On peut avoir de l'inflammation chronique, etc. Et aujourd'hui, on parle de 40 000 morts, mais certaines études qui vont plutôt aller regarder l'impact des nanoparticules. Tout dépend la taille des particules, j'allais dire, qu'on regarde. Parce que quand on parle de particules fines, c'est différent de ces nanoparticules, c'est encore autre chose. C'est ça, à l'intérieur des particules fines, vous pouvez, en fonction de la taille de particules, regarder les effets. Et cette étude-là auquel je fais allusion, alors c'est peut-être pas encore un consensus scientifique, mais il semblerait qu'il pourrait y avoir un impact même sur le cerveau. Et ça pourrait provoquer un certain nombre de maladies dégénératives. Et là, on serait plutôt sur 100 000 morts. Donc c'est un sujet... Parce que ces nanoparticules échappent en fait au filtre bronchique. Voilà, et puis on ne sait pas les filtrer et du coup ça vient se propager partout dans notre organisme. Et y compris dans notre cerveau. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on respire mieux à la campagne ou pas ? Ça dépend. Voilà, c'est pas très. Effectivement, vous avez. On évoquait tout à l'heure dans le micro-trottoir des forêts. Donc là, a priori, quand on a un espace sain à la campagne, il vaut mieux être dans un espace sain à la campagne que évidemment en ville avec la circulation. Etc. Par contre, on sait aussi qu'il y a des espaces de campagne qui sont très cultivés avec un certain nombre de produits chimiques qu'on évoquait tout à l'heure, de pesticides et autres. Et là, on peut les respirer et c'est pas beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on a des solutions pour le futur ? Qu'est-ce que les chercheurs sont en train d'imaginer pour diminuer cette pollution de l'air ? Alors, il faut peut-être quand même dire que la pollution de l'air, globalement, alors je ne parle pas des nanoparticules, mais la pollution de l'air la plus impactante, en tout cas avec des particules un peu plus importantes, a quand même beaucoup diminué. Voilà, moi je fais du vélo de temps à autre et je peux vous dire que quand vous vous faites doubler par des anciens véhicules des années 70, vous sentez la différence. Vous vous en souvenez, Oui, tout à fait. Donc, mais il est pas voilà, il y a eu des progrès qui ont été faits en particulier sur la filtration. Tout n'est pas encore... et je pense que la recherche avance, on aura des solutions technologiques, mais je pense que c'est à nous aussi d'agir. Et par exemple... De revoir notre mobilité, c'est-à-dire faire plus de vélo ? Exactement. Alors là, c'est... Le problème, c'est qu'il y a certains endroits où c'est un petit peu dangereux encore de faire du vélo. Plus il y aura de gens qui feront du vélo, moins ça sera dangereux. Et en tout cas, il y a beaucoup d'impacts positifs, beaucoup de co-bénéfices. Ça diminue la pollution, ça a un impact positif sur le dérèglement climatique, on en parlera tout à l'heure. Et puis, ça a des impacts très forts en matière de santé. L'ADEME a publié un certain nombre de chiffres réalisés à partir d'études scientifiques qui nous disent qu'on gagnerait entre 70 à 90 centimes en termes de santé publique, c'est-à-dire de soins, de coûts évités par kilomètre parcouru. Donc c'est considérable et on aurait entre 30 et 40% de la mortalité précoce évitée par une activité régulière avec le vélo. Donc il y a quand même beaucoup de bénéfices. Tous au vélo. Tous au vélo. D'accord. Bon, ma grand-mère, le problème, c'est qu'elle ne pourra pas faire du vélo. Avec un vélo électrique, peut-être qu'elle y arrivera. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à titre individuel ? À part faire du vélo. Prendre les transports en commun plutôt que la voiture quand c'est possible. Oui, puis
Aussi, Le peut-être. covoiturage, peut-être mieux isoler sa maison aussi, ça on n'en a pas parlé, mais Oui, effectivement. avoir recours à une énergie décarbonée aussi. Ouais. Et la meilleure énergie, vous l'avez dit, c'est vraiment celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Donc l'idée de commencer par isoler sa maison et le plus correctement possible avant de réfléchir à l'énergie, je pense que c'est absolument central. Ouais. Alors, dernière source d'inquiétude pour notre santé, c'est le réchauffement climatique. Mais là encore, essayons d'être optimistes et d'avoir confiance en l'intelligence humaine et en ses capacités d'adaptation. Alors, ce réchauffement a dû déjà, c'est vrai, la prolifération de certaines espèces, comme les moustiques tigres, on a beaucoup parlé dans les actualités, ou des coccinelles japonaises, qui font apparaître de nouvelles maladies. Oui, effectivement, parce que le dérèglement climatique va permettre à ce que certaines espèces porteurs de pathogènes qui n'étaient pas sur certaines latitudes sont en train de les coloniser. En France, cette année, en 2022, on a eu 47 cas de maladies tropicales, la dengue, la chikungunya, de cas autochtones en métropole qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. On voit aussi le développement de la maladie de Lyme avec des tiques. Qui remonte de plus en plus vers le nord, oui. Ouais. Même chose du côté de la flore, avec la prolifération de plantes potentiellement nuisibles, comme l'ambroisie, donc augmentation des allergies. C'est vrai qu'avec le cocktail pollution plus prolifération des pollens, oui, parce qu'en plus... les réactions allergiques sont de plus en plus fortes. Exactement, parce que quand vous avez un dérèglement, donc réchauffement climatique, on a une période de pollinisation qui est plus longue. Floraison est plus longue, avec beaucoup plus de pollen qui est produit, et en plus plus agressif. Donc on a un cocktail là pour développer les maladies, toutes les réactions allergiques. En fait, ça potentialise les symptômes de l'allergie. Et plus étonnant encore, le climat aussi pourrait influencer notre santé mentale. Je ne parle pas juste de météo-sensibilité quand on a le moral un peu dans les chaussettes quand il fait ce temps gris et froid, mais une étude de l'INSERM a montré une hausse du taux de suicide lorsqu'il fait très chaud. Oui, exactement. En fait, parce que c'est une étude qui est sortie là, cet été au mois d'août et qui montre qu'en fait, la plupart tous les décès sont assez élevés quand la température est basse, descendent progressivement jusqu'à 20 degrés et remontent avec la température élevée. Il y a un type de décès qui, lui, ne fait qu'augmenter avec la température. Ce sont les suicides. C'est le suicide. D'accord. Alors, il y a d'après ce que disait l'étude, deux hypothèses. La première hypothèse, ça serait plus il fait chaud, moins on sort, moins il y a de relations sociales, voilà. Et la deuxième hypothèse, ça serait le fait que la chaleur perturbe le fonctionnement du système endocrinien. Et donc, créant des troubles de l'humeur. Avec moins de sérotonine, etc. Et donc des troubles de l'humeur. Et je trouve que tout ça nous fait dire que finalement, alors qu'on voit la maladie avant tout comme intérieure et guérissable, on se rend compte qu'elle est aussi extérieure et probablement évitable. Alors justement, comment préparer notre organisme au prochain changement climatique, puisque l'on sait aujourd'hui que notre planète continue inexorablement de se chauffer? C'est la question que s'est posée l'explorateur Christian Clot. Son prochain projet à visée scientifique est d'emmener 20 personnes expérimenter les climats qui seront les nôtres en 2050. Regardez, c'est un sujet de Pierre Emco. Climate, c'est une mission qui a pour but d'essayer d'étudier l'impact d'un nouveau climat sur des humains. On va travailler sur 3 milieux complètement différents. La forêt équatoriale de Guyane où il fait très chaud humide, la Laponie où il va faire très froid et semi-sec, et puis ensuite au désert d'Arabie Saoudite où il va faire très chaud et sec. On va s'y trouver durant 40 jours à chaque fois pour faire des traversées. Pourquoi des traversées? Parce que le but n'est pas de nous protéger du milieu en construisant des choses dans lesquelles on resterait, mais au contraire d'être obligé de comprendre et de faire face au milieu pour nous y adapter. Alors au niveau protocole scientifique, on travaille sur 3 niveaux. Il y a le niveau de l'humain en tant qu'individu, le niveau de l'individu dans un groupe et ce groupe dans une écologie générale. On a une 50aine de protocoles différents qui amènent des milliers de données qu'on synchronise ensuite pour comprendre quels ont été les moments d'impact les plus importants dans une nouvelle condition. On voit concrètement des adaptations physiologiques se créer et également cognitives. Le cerveau se transforme jusqu'à un certain point, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça correspond à une transformation, une évolution physiologique aussi. On a besoin d'adapter son rythme cardiaque parfois, sa température centrale. On a besoin de renforcer certaines musculatures. Bref, l'ensemble de ces notions-là génère une adaptation avec un but simple, se sentir bien et stabilisé dans la situation dans laquelle on se trouve et avoir la capacité de se projeter dans le futur
pour concevoir l'avenir. Voilà, donc ne pas se protéger de son milieu, mais au contraire réussir à s'y adapter. Christian Clore, en tout cas, a l'air plutôt optimiste. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut faire confiance au cerveau humain et à sa formidable plasticité, ce qui ne doit pas empêcher, bien sûr, de limiter les dégâts au niveau de l'environnement. Oui, d'ailleurs, alors deux choses. La première chose, c'est que l'étude de l'INSERM que j'évoquais tout à l'heure montrait qu'on avait déjà commencé à s'adapter et que cette inflexion dont on parlait, qu'il y avait eu une inflexion et qu'il y avait un peu moins, une progression un peu moins forte des décès en fonction de la température, c'est le premier point. Et puis surtout, et là on sait que le dérèglement climatique de toute façon il est engagé, c'est tout ce qu'on pourra faire en particulier de manière collective, tous les réseaux de solidarité qu'on pourra faire pour s'adapter, par exemple à la canicule. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Et vous avez rempli votre mission, c'est-à-dire ne pas être anxiogène. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.